Lors d'un dîner de famille, mes parents ont exigé, ta sœur a été licenciée, donc tu vas couvrir ses factures. Je tenais mes clés et j'ai répondu, super, mais d'abord, expliquez-moi où sont passés les 60 000 euros. Ma mère m'a appelé un mardi après-midi alors que j'étais en plein milieu d'une révision de budget. J'ai failli ne pas décrocher. Je n'aurais pas dû décrocher, mais je l'ai fait parce que j'y croyais encore. Même à ce moment-là, cette famille signifiait quelque chose. Elle a dit que c'était urgent. Elle a dit que ma sœur avait besoin d'aide. Elle a dit que cela ne prendrait qu'une heure de mon temps. 3 phrases qui, lorsqu'elles étaient assemblées par ma mère, m'avaient historiquement coûté des années. Je veux être clair sur une chose avant de vous raconter cette histoire. J'ai 31 ans. Je suis analyste financière pour une entreprise d'investissement de taille moyenne à Austin au Texas. J'ai un compte épargne retraite, un modeste compte d'épargne et un studio que je paie entièrement toute seule. Je ne suis pas riche. Je suis stable, ce qui dans ma famille est considéré comme la même chose. Cette stabilité, celle que j'ai construite euro par euro, en travaillant 60 heures par semaine tout en mangeant du riz et des haricots jusqu'au milieu de la vingtaine, n'était pas perçue comme le résultat de la discipline. Elle était perçue comme une ressource, une propriété communautaire, un puits qui ne s'asséchait jamais parce que personne dans ma famille n'avait jamais été celui qui creusait. Le nom de ma sœur est Carla. Elle a 28 ans. Elle a ce genre de beauté qui fait que chaque pièce se réorganise autour d'elle et ce genre de charme qui fait oublier aux gens qu'elle leur a emprunté de l'argent. Elle est drôle, magnétique et véritablement douée pour faire en sorte que les autres se sentent responsables de ses problèmes. En grandissant, c'était elle que mes parents présentaient en premier lors des fêtes. C'était elle dont ils assistaient aux pièces de théâtre de l'école dans leur intégralité, tandis que les miennes n'étaient pas enregistrées. C'était elle dont mon père a co-signé le prêt automobile, dont ma mère payait discrètement la facture de carte de crédit, dont les impayés de loyer étaient réglés lors d'appels téléphoniques chuchotés dont je n'étais jamais censé être au courant. Je savais depuis longtemps que je n'étais pas la favorite. Ce que je n'avais pas compris, pas totalement, pas avant ce mardi, c'était que dans ma famille, ne pas être la favorite signifiait être la source de financement. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents un vendredi soir. Ma mère avait été vague au téléphone, ce qui n'était jamais bon signe. Vague signifiait que la demande était suffisamment importante pour qu'elle ait besoin de m'adoucir en personne d'abord. Mon père a ouvert la porte avant même que je puisse frapper, ce qui signifiait qu'il avait guetté par la fenêtre. Ce n'était pas bon signe non plus. La maison sentait les enchiladas de ma mère et quelque chose d'autre en dessous. Quelque chose d'anxieux et de répété. Carla était déjà là, assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé à laquelle elle n'avait pas touché, ayant l'air d'avoir pleuré récemment et de manière stratégique. Son mascara était légèrement étalé exactement aux bons endroits. « Salut, grande sœur », a-t-elle dit doucement. Je me suis assise. Ma mère s'affairait à verser de l'eau que je n'avais pas demandé. Mon père s'est raclé la gorge 2 fois. C'étaient les rituels d'ouverture d'une intervention familiale, et j'y avais assisté suffisamment de fois pour connaître mon rôle. J'étais censé m'adoucir. J'étais censé dire tout ce dont vous avez besoin. Alors j'ai dit, que se passe-t-il? Ma mère s'est assise en face de moi et a croisé les mains sur la table comme elle le faisait quand elle était sur le point d'annoncer une nouvelle qu'elle avait déjà décidé que j'accepterais. Carla a perdu son travail, a-t-elle dit. Il y a 3 semaines. J'ai regardé Carla. Elle a regardé sa tasse. Je n'ai pas été renvoyée, a dit Carla rapidement. Le salon réduisait ses effectifs. Ce n'était pas lié aux performances. D'accord, ai-je dit lentement. Je suis désolé de l'entendre. Que fais-tu à ce sujet? C'est justement de cela que nous voulions te parler, a dit mon père. Il était appuyé contre le comptoir avec les bras croisés, ce qui était sa pose de pouvoir. Il l'utilisait quand il voulait avoir l'air autoritaire sans rien faire d'autoritaire. Carla a des dépenses à venir. Son bail se renouvelle le mois prochain. Son assurance automobile a expiré. Elle a du retard sur 2 cartes de crédit. J'ai attendu. Je le sentais venir. La façon dont on ressent un changement de temps, cette baisse de pression particulière avant que quelque chose n'éclate. Nous pensions, a dit ma mère en choisissant ces mots avec le soin de quelqu'un qui désamorce quelque chose, que puisque tu réussis si bien, tu pourrais peut-être aider à couvrir les choses pour un petit moment, juste le temps qu'elles se remettent sur pied. Quelques mois, peut-être. Son loyer est de 1 400 €.
Nous nous occuperions des choses plus petites. Je l'ai fixé du regard. 1400 € par mois, a-t-elle continué. Nous avons regardé ta fourchette de salaire en ligne, sur ces sites de comparaison, et pour ton poste, tu devrais gagner environ 90 000, peut-être 100 000 €. Donc 1400 ce n'est vraiment pas grand-chose quand on y pense. Ils avaient cherché mon salaire. Ils avaient fait des recherches sur ce que je devrais gagner, calculé le taux de dépenses mensuelles de Carla, et m'avaient présenté une facture à la table de la cuisine autour d'enchiladas. Vous avez regardé mon salaire, ai-je dit. Nous essayons juste de comprendre la situation dans son ensemble, a dit mon père, sans croiser mon regard. Je veux dire qu'à ce moment-là, j'ai explosé, que j'ai dit toutes les choses tranchantes et justes que j'avais accumulées pendant 15 ans. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis devenue très silencieuse à la place. J'ai pris le verre d'eau que ma mère m'avait versé, je l'ai tenu à deux mains et je suis juste restée assise avec ce sentiment. Ce poids froid est spécifique d'être perçu comme un numéro plutôt que comme une personne. Ce n'est pas la première fois, ai-je dit finalement. Ta sœur a besoin de toi, a dit ma mère, comme si je n'avais pas parlé. Je me suis levé. Je leur ai dit que je devais y réfléchir. Ma mère a eu l'air surprise, comme si cette réponse n'était pas dans le scénario. Mon père a dit, ne prends pas trop de temps. Le loyer est dû dans 3 semaines. Carla a tendu la main à travers la table, a touché ma main et a dit, je t'apprécie vraiment, d'une voix si pratiquée qu'elle semblait sincère. J'ai conduit jusqu'à chez moi avec les fenêtres baissées malgré le froid d'octobre. J'avais besoin d'air. Ma poitrine me faisait l'effet de quelque chose qui appuyait de l'intérieur. Voici ce qu'il ne savait pas à mon sujet. Il ne savait pas que 4 mois plus tôt, discrètement et sans le dire à personne, j'avais accepté un nouveau poste d'analyste financière principal dans un cabinet à Denver, au Colorado. Une augmentation de salaire de 32%, un forfait de déménagement complet et une prime de signature qui effacerait ma dette étudiante restante en un seul paiement. Je ne l'avais pas annoncé parce que je voulais, pour une fois, faire quelque chose pour moi-même avant que ma famille ne trouve le moyen de ramener cela à elle. Il ne savait pas non plus que 6 semaines avant ce dîner du vendredi, j'avais donné mon préavis pour mon appartement d'Austin. J'avais déjà fait don de la moitié de mes meubles. Mes cartons restants étaient empilés proprement dans le coin de ma chambre, étiquetés et prêts. Je quittais Austin dans 9 jours. Je me suis assise à la table de ma cuisine cette nuit-là et j'ai pensé à tout cela. J'ai pensé à ma remise de diplôme universitaire d'où mes parents sont partis tôt parce que Carla avait un conflit d'horaire et avait besoin d'être conduite. J'ai pensé aux 3 000 € que j'avais prêtés à Carla il y a 2 ans pour une réparation de voiture, de l'argent qu'elle n'avait jamais mentionné remboursé et que je n'avais jamais eu le courage d'aborder. J'ai pensé à chaque dîner du dimanche où mes accomplissements étaient brièvement reconnus. Et puis la conversation pivotait immédiatement pour revenir au projet créatif de Carla. Sa face poterie, son entreprise de bougies, son projet d'ouvrir un studio de bien-être. J'ai pensé à toutes les fois où ma stabilité avait été traitée comme une taxe que je devais pour le crime d'être compétente. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai commencé à passer des appels, non pas pour aider, mais pour comprendre. Le salon où Carla travaillait n'était pas loin de son appartement. J'étais passé devant une 12aine de fois. Je connaissais légèrement la propriétaire, une femme nommée Diane qui m'avait fait une fois un compliment sur ma veste lors d'une fête de quartier. Je n'ai pas appelé Diane. Cela aurait semblé trop direct, trop comme la confirmation de ce que je soupçonnais plutôt que la découverte de ce que je craignais. Au lieu de cela, j'ai appelé l'ancienne collègue de Carla, une femme nommée Priya, que j'avais rencontrée 2 fois lors des anniversaires de Carla et qui avait toujours semblé être le genre de personne à dire la vérité, que vous l'ayez demandé ou non. Salut Priya, c'est Claire, la sœur de Carla. Je sais que ça sort un peu de nulle part. Oh, a-t-elle dit, et il y avait quelque chose dans cette unique syllabe, une réaction contenue, comme une porte qui s'ouvre un peu et qui reconsidère. Salut Claire, quoi de neuf? J'ai fait simple. Je lui ai dit que ma famille me demandait de couvrir les dépenses de Carla parce qu'elle avait été licenciée, et je voulais mieux comprendre la situation avant de m'engager à quoi que ce soit. Je lui ai demandé si elle savait ce qui s'était passé. La pause qui a suivi a duré exactement 4 secondes. J'ai compté. Je ne peux pas vraiment parler des affaires de ressources humaines, a-t-elle dit. Mais, et sa voix a légèrement baissé, je vais te dire ceci. Ce n'était pas une réduction d'effectifs. Diane a toujours 4 stylistes.
Elle a embauché quelqu'un de nouveau le mois dernier. En fait. J'ai fermé les yeux. Pourquoi Carla a-t-elle été renvoyée? Claire, a dit Priya prudemment. Ta sœur a vraiment du mal à se présenter. Genre, à l'heure, ou même tout court. C'était un problème depuis un moment. Diane a travaillé avec elle pendant presque un an pour essayer de s'adapter, mais il y avait des clients qui se plaignaient. Il y avait des absences sans prévenir. C'est devenu un problème de responsabilité. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Ensuite, je suis resté très immobile pendant un long moment. Carla n'avait pas été licenciée. Elle avait été renvoyée pour manque de fiabilité chronique. On avait raconté à mes parents une histoire différente, où ils avaient choisi d'en croire une. Ils m'avaient amené à cette table de cuisine pour financer une version des événements qui n'était pas vraie. Le lendemain matin, j'ai fait autre chose. J'ai consulté les registres fonciers publics pour l'adresse de mes parents. C'est une chose que je sais faire grâce à mon travail. Je me suis dit que c'était juste de la diligence raisonnable. Je me suis dit que j'étais minutieuse. Ce que j'ai trouvé m'a fait m'asseoir au fond de ma chaise et regarder le plafond. Il y a 14 mois, mes parents avaient refinancé leur hypothèque. La valeur estimée de leur maison avait augmenté de manière significative depuis qu'ils l'avaient achetée, ce qui était une bonne chose. Ce qui n'était pas une bonne chose, c'est qu'ils avaient retiré près de 60 000 € en capital. Les documents de refinancement indiquaient que le but était l'amélioration de l'habitat. J'ai affiché l'imagerie satellite de leur maison sur mon ordinateur portable. Le toit était le même. Le revêtement extérieur était le même. L'allée avait toujours la même fissure en diagonale à partir du garage que j'avais vu s'élargir pendant 3 ans. Il n'y avait eu aucune amélioration de l'habitat. Il y avait eu 60 000 €. Et maintenant il n'y en avait plus. Et leur paiement hypothécaire était maintenant 412 € plus élevé par mois qu'il ne l'était il y a 2 ans. J'ai pensé à la voiture de Carla, celle qu'elle avait obtenue il y a 18 mois, celle dont mon père avait dit que c'était une excellente affaire. Celle qui était une voiture d'occasion certifiée avec un faible kilométrage. J'ai pensé à l'appartement de Carla, que j'avais visité une fois, qui avait un balcon et une buanderie intégrée et qui se trouvait dans un quartier avec des cafés accessibles à pied. J'ai cherché les tarifs de location moyens pour ce quartier. Les annonces actuelles montraient que les logements dans ce bâtiment se louaient entre 1 600 et 1 900 €. Mais ma mère avait dit que le loyer de Carla était de 1 400 €. J'ai réfléchi à cela pendant un moment. Ensuite, j'ai pensé à encore une chose. Le studio de bien-être. Il y a 2 ans, Carla avait annoncé qu'elle allait ouvrir un studio de bien-être holistique. Elle avait un plan d'affaires. Elle disait qu'elle avait une vision. Elle avait cherché un local. Mes parents étaient tellement excités. C'était moi qui avais discrètement pris mon père à part pour lui dire, « Papa, lancer une entreprise nécessite du capital. Qui finance cela ?» Et il avait répondu, « Ne t'inquiète pas pour ça. Nous nous en occupons. Nous croyons en elle. » 60 000 € en capital. Un prêt contracté il y a 14 mois. Le studio de Carla n'avait jamais ouvert. Carla s'était tournée vers le travail au salon il y a 8 mois, qu'elle venait maintenant de perdre. J'ai posé mon ordinateur portable. J'ai marché jusqu'à la fenêtre de ma cuisine et j'ai regardé le parking en bas et le ciel pâle d'octobre au-dessus. Mes mains étaient stables, ce qui m'a surprise. Je pensais que je tremblerais. Au lieu de cela, j'ai ressenti la clarté particulière qui vient lorsqu'une chose que vous soupçonnez depuis longtemps se résout enfin en une chose que vous savez. Ma famille ne me demandait pas d'aider Carla à traverser une mauvaise passe. Il me demandait de devenir le mécanisme de financement de remplacement après que le premier se soit asséché. J'ai passé les 3 jours suivants à terminer de faire mes cartons et à dire des au revoir discrets aux amis et collègues qui savaient que je partais. Je suis allé déjeuner avec ma meilleure amie du travail, une femme nommée Beth, qui m'avait écouté décortiquer chaque version de cette dynamique familiale pendant 4 ans. Je lui ai raconté ce qui s'était passé lors du dîner. Je lui ai dit ce que j'avais découvert. Elle a posé sa fourchette. « Vas-tu leur dire ?» a-t-elle demandé. J'ai répondu que j'étais encore en train de décider. Mais je n'étais pas encore en train de décider. Je savais ce que j'allais faire. Je le savais depuis la nuit où j'étais rentré chez moi avec les fenêtres baissées. J'avais juste besoin de laisser ce savoir s'installer. Ma mère a appelé le mercredi avant mon départ. « As-tu réfléchi ?» a-t-elle demandé.
Nous avons vraiment besoin d'une réponse, Claire. Le 1er du mois arrive à grands pas. Oui, ai-je dit. Pouvons-nous dîner dimanche, nous tous? Elle a semblé soulagée. Bien sûr, je vais préparer ton plat préféré. Elle a dit cela chaleureusement, comme s'il s'agissait d'un dîner de famille normal et non d'une négociation dont l'une des parties venait d'apprendre les conditions. Le dimanche est arrivé. J'ai conduit jusqu'à leur maison pour ce que je savais être la dernière fois avant longtemps. Ma voiture était chargée. Pas avec tout. Les déménageurs avaient déjà pris les cartons, mais l'essentiel. Mon ordinateur portable, mes papiers, un sac pour la route. Ma première nuit à Denver était une réservation d'hôtel que j'avais depuis 3 semaines. Je me suis assise à cette même table de cuisine. Les enchiladas étaient là de nouveau. Mon père avait la même posture. Carla était là, et elle avait l'air un peu plus calme que la dernière fois, ce qui m'a indiqué que ma mère l'avait préparée. Alors, a dit ma mère, souriant avec l'optimisme prudent de quelqu'un qui pensait que le plus dur était passé. As-tu décidé? Oui, ai-je dit. J'ai regardé les trois. Les yeux pleins d'espoir de ma mère, les bras croisés de mon père, l'expression pratiquée d'anticipation reconnaissante de ma sœur. Je veux d'abord parler de la maison. Mon père a froncé les sourcils. Quelle maison? Votre maison, ai-je dit. J'ai sorti mon téléphone. J'avais enregistré la capture d'écran du registre foncier. J'ai posé le téléphone sur la table et je l'ai tourné vers lui. Vous avez refinancé il y a 14 mois. Vous avez retiré 60 000 € de capital. J'aimerais comprendre où est passé cet argent avant de parler de moi payant le loyer de qui que ce soit. Le silence a été immédiat et total. Le visage de ma mère est passé par plusieurs émotions en une succession rapide. La surprise, puis quelque chose de sur la défensive. Ensuite, le début du jeu d'acteur. Claire, a-t-elle commencé? Je ne suis pas en colère, ai-je dit, ce qui était pour la plupart vrai. Je demande parce que j'ai besoin de comprendre la situation dans son ensemble. Vous m'avez dit ça la semaine dernière en fait, que vous regardiez les comparaisons de salaire pour comprendre la situation dans son ensemble. Donc je fais la même chose. Mon père a décroisé les bras. Cet argent était pour la maison. Nous avons fait quelques réparations. J'ai légèrement tourné le téléphone pour que l'image satellite soit visible. Quelle réparation, ai-je demandé. Je ne vois rien de différent. Et la base de données des permis de rénovation du comté ne montre aucun travail autorisé à cette adresse au cours des 2 dernières années. Il a fixé le téléphone. Il n'a rien dit. C'était en soi une réponse. J'ai regardé Carla. Elle regardait la table. Le studio, ai-je dit doucement. Le studio de bien-être. C'est là que les 60 000 € sont passés. L'entreprise de Carla qui n'a pas ouvert. Carla, a dit ma mère sèchement. Et ce seul mot contenait un avertissement que je n'étais pas censé entendre. J'ai regardé ma mère. Vous saviez. J'ai dit. Vous avez su depuis le début que l'argent avait disparu et que l'hypothèque est maintenant plus élevée que ce que vous pouvez confortablement couvrir avec vos revenus de retraite. C'est pour ça que vous avez besoin de moi. Pas pour le loyer de Carla. Pour le paiement. Mon père s'est levé. Ce ne sont pas tes affaires, a-t-il dit. Vous en avez fait mes affaires quand vous m'avez assise à cette table et m'avez demandé de commencer à faire des chèques, ai-je dit. Je me suis levé aussi. J'ai 31 ans. Je paie mon propre loyer, ma propre assurance, mes propres frais médicaux. J'ai construit cela à partir de rien. Le même rien avec lequel Carla a commencé. La différence est que chaque fois que Carla fonçait dans un mur, quelqu'un le démolissait pour elle. Chaque fois que j'en rencontrais un, je trouvais comment l'escalader. Tu es cruel, a dit ma mère, sa voix tombant dans ce registre particulier qui m'avait toujours fait m'excuser. Ça fonctionnait immédiatement, avant. Cette nuit-là, ça a atterri différemment. Je suis précise, ai-je dit. Il y a une différence. Carla a levé les yeux. Ses yeux étaient humides, mais il y avait aussi autre chose en eux. Quelque chose de tranchant. Tu as toujours agi comme si tu étais meilleur que moi, a-t-elle dit. Comme si, parce que tu as un bon travail, tu étais supérieur. Nous ne sommes pas tous faits pour les feuilles de calcul, Claire. Je sais, ai-je dit.
Et je le pensais sans cruauté. Je ne te demande pas d'être moi. Je demande à tes parents de ne pas me demander de te financer. Il y a une différence. Mon père m'a pointé du doigt. Si tu sors d'ici sans aider, tu quittes cette famille. Tu comprends ça? Nous t'avons élevé. Nous avons mis de la nourriture sur ta table. Nous méritons mieux que ça. Vous m'avez donné les mêmes choses que vous avez données à Carla, ai-je dit. La même nourriture, le même toit, le même point de départ. Je ne vous en tiens pas rigueur. Ce que je dis, c'est que mes ressources financières sont les miennes. Je les ai gagnées. Et j'ai pris une décision avec elle qui n'est pas celle que vous espériez. Quelle décision, a demandé ma mère. J'ai pris une respiration. J'ai accepté un nouveau poste, ai-je dit. À Denver. Je pars demain matin. J'ai donné mon préavis pour mon appartement. Mes affaires sont déjà en route. Les trois m'ont dévisagé. Mon père a parlé en premier. Denver. Denver, ai-je confirmé. Tu quittes Austin, a dit Carla. Juste comme ça. Ce n'était pas juste comme ça, ai-je dit. Je le prévois depuis 4 mois. Je ne l'ai pas mentionné plus tôt parce que je voulais prendre la décision sans que personne n'essaie de la rediriger. Ce qui, en regardant les 2 dernières semaines, était clairement le bon instinct. Ma mère s'est levée. Elle a marché jusqu'au comptoir, y a posé ses mains et a regardé par la fenêtre de la cuisine comme le font les gens quand ils essaient de ne pas s'effondrer d'une manière dont ils auraient honte. Après un moment, elle a dit, « Alors, tu pars simplement. Tu nous abandonnes. » Je commence un nouveau chapitre, ai-je dit. Je ne vous abandonne pas. Je refuse d'être un instrument financier. Nous avons besoin de toi ici, a dit Carla, et sa voix s'est brisée d'une manière qui était soit authentique, soit très bien jouée. Tu es la seule à avoir des économies. Tu es la seule qui pourrait réellement aider. Si tu pars, je ne sais pas ce que je vais faire. Trouve un travail, ai-je dit aussi doucement que possible. Un vrai. Un où tu te présentes. L'atmosphère a changé. L'expression de Carla s'est transformée. Elle ne s'attendait pas à ce que je sache. J'ai parlé à Priya, ai-je dit simplement. Je sais que ce n'était pas une réduction d'effectifs. Je sais que Diane t'a renvoyé pour des problèmes de fiabilité. Je ne dis pas ça pour t'humilier. Je le dis parce que tes parents se racontent une histoire, et m'en racontent une, qui ne correspond pas aux faits. Et tu les laisses faire. Tu les laisses se battre pour une version des événements qui n'est pas vraie. Et c'est la partie que je ne peux pas accepter. Carla n'a rien dit. Sa mâchoire était serrée. Ma mère s'est détournée de la fenêtre. Claire, a-t-elle dit, sa voix plus basse maintenant, dépouillée de tout jeu d'acteur. Nous ne savions pas quoi faire. Elle est venue nous voir et elle avait des problèmes, et nous voulions la protéger. C'est ce que font les parents. Ils protègent leurs enfants. Je comprends, ai-je dit. Mais je suis aussi votre enfant. Et protéger Carla des conséquences n'a jamais, pas une seule fois, impliqué de me protéger de quoi que ce soit. Cela a toujours impliqué de me demander d'absorber le coût de ses choix. Et j'ai fini de l'absorber. Pas parce que je ne vous aime pas, mais parce que j'ai passé 10 ans à payer une dette que je n'ai jamais contractée et je choisis aujourd'hui d'arrêter. Mon père a dit, si tu montes dans cette voiture demain, ne t'attends pas à ce que nous appelions. D'accord, ai-je dit. C'était tout. J'ai pris ma veste sur le dossier de la chaise. J'ai regardé les 3 une dernière fois. Ma mère avec sa main pressée sur sa bouche. Mon père rigide avec une fureur que je reconnaissais maintenant comme la fureur d'un homme à qui on a dit non et qui ne savait pas quoi faire de ce son. Carla fixant la table comme si le grain du bois pouvait lui offrir quelque chose. Je vous aime tous, ai-je dit. Je le pense sincèrement. J'espère que les choses deviendront plus faciles. Je suis sorti de la cuisine. J'ai marché dans le couloir, passant devant les photos sur le mur. Le récital de ballet de Carla. Le bal de promo de Carla, un voyage à la plage en famille où j'étais légèrement hors cadre. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai marché sur le porche. L'air d'octobre m'a frappé, froid et pur. J'ai marché jusqu'à ma voiture. J'ai mis mes mains sur le volant et je suis resté assise là pendant exactement 1 minute. Pas parce que j'hésitais, mais parce que je voulais le ressentir pleinement. L'énormité de la chose,
le chagrin de la chose, le soulagement de la chose. Puis j'ai démarré. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je me suis allongé dans l'appartement vide sur un matelas gonflable que j'allais donner à un voisin le matin. J'ai fixé le plafond et j'ai laissé les émotions me traverser sans essayer de les organiser en quelque chose de gérable. J'avais fait ce qu'il fallait. J'étais aussi triste. Les deux choses vivaient en moi sans s'annuler l'une l'autre. J'étais sur la route à 6 heures. Le trajet d'Austin à Denver prend environ 10 heures avec des arrêts. J'avais une liste de lecture, un grand café et cette sorte de calme spécifique qui survient après une chose très bruyante. Quelque part dans le nord du Nouveau-Mexique, avec le paysage s'étendant vaste et couleur rouille autour de moi, j'ai commencé à pleurer. Pas de regret. De soulagement. Ce genre particulier de larmes qui survient quand on a retenu sa respiration pendant des années et qu'on lâche enfin prise. L'appartement de Denver était petit et lumineux avec une fenêtre qui donnait sur une cour avec un érable. Je me suis tenu au milieu du salon vide avec mes sacs à mes pieds. J'ai regardé tout cet espace tranquille et j'ai pensé, c'est à moi. Tout ça est à moi. Personne ne peut venir s'asseoir à une table dans cette pièce et me glisser une facture pour les choix de quelqu'un d'autre. Personne ne connaît encore cette adresse. J'ai commencé le travail le lundi suivant. La nouvelle équipe était vive et accueillante, de la manière spécifique dont la compétence professionnelle a tendance à l'être. Mon supérieur direct m'a serré la main et a dit, « Nous sommes vraiment heureux que vous soyez là. » J'ai réalisé que je n'avais pas entendu cette phrase, ou une version de celle-ci, de la part de ma famille depuis très longtemps. Les appels ont commencé, bien sûr. Ma mère la première semaine, 3 fois. Mon père une fois. Un message vocal qui était principalement du silence, puis il s'est raclé la gorge et a raccroché. Carla a envoyé 2 SMS. Le premier disait, « J'espère que tu es contente de toi. » Le deuxième, 3 jours plus tard, disait, « J'ai un entretien dans un cabinet dentaire. J'espère que ça ira. » Ce deuxième SMS, je l'ai regardé pendant un long moment. J'ai répondu, « C'est génial. J'espère que ça se passera bien, aussi. » Je le pensais sincèrement. Je n'ai pas rappelé ma mère. Pas encore. Je lui ai écrit un email à la place, 2 semaines après mon arrivée. J'ai essayé de dire ce que je pensais sans armure, ce qui était plus difficile que de le dire avec une armure. Je lui ai dit que je l'aimais et que je comprenais qu'elle faisait ce qui lui semblait être protéger son enfant. Je lui ai dit que je ne disparaissais pas de sa vie. Je restructurais mon rôle dans celle-ci. J'étais disponible pour parler, mais pas pour être un contact d'urgence financière. J'étais sa fille, pas une ligne de budget. Elle n'a pas répondu pendant 9 jours. Ensuite, elle a renvoyé un court email. Il disait, « Je ne comprends pas complètement ce qui s'est passé, mais tu me manques. Peut-être que nous pourrons parler bientôt. Peut-être que je pourrai venir voir Denver un de ces jours. » Je l'ai lu 2 fois. Ensuite, j'ai répondu. J'aimerais cela. Laisse-moi m'installer d'abord. C'était il y a 3 mois. Je suis installé maintenant. L'érable devant ma fenêtre a perdu ses feuilles. Et la cour est recouverte d'une fine couche de la neige de la semaine dernière. J'ai un canapé que j'ai choisi moi-même, une cafetière pour laquelle j'ai économisé et une étagère que j'ai assemblée seule un samedi après-midi avec les fenêtres ouvertes et de la musique. Mon compte d'épargne est intact. La contribution à mon compte épargne retraite a augmenté, pas diminué. Ma sœur a obtenu le poste au cabinet dentaire. Je le sais parce qu'elle m'a envoyé un SMS un jeudi matin. Juste ces mots, je l'ai eu. J'ai répondu, je savais que tu l'aurais. Personne ne lui a dit de postuler. Personne n'a payé pour qu'elle passe l'entretien. Elle l'a fait parce que l'option que quelqu'un d'autre absorbe le coup n'était plus disponible. Je ne sais pas ce qui se passera avec mes parents et leur hypothèque. Je sais à quoi ressemblent les chiffres et ce n'est pas tendre. Mon père a commencé à faire du travail de consultant, ce que mon cousin a mentionné en passant. Ma mère a été plus silencieuse que d'habitude sur le groupe de discussion familiale qu'elle avait l'habitude de dominer. J'espère qu'ils s'en sortiront. J'espère qu'ils ne perdront pas la maison. J'espère qu'ils regarderont ce qui s'est passé honnêtement et comprendront que le problème n'était pas mon départ. Je ne peux faire en sorte qu'aucune de ces choses n'arrive. Je peux seulement garder mes propres comptes équilibrés et faire avancer ma propre vie. Dimanche dernier, je me suis réveillé tôt sans alarme.
J'ai fait du café dans ma propre cuisine, dans mon propre appartement, dans une ville que j'ai choisie pour moi-même, et j'ai porté la tasse à la fenêtre et regardé la neige dans la cour attraper lentement la lumière du matin. Mon téléphone était face cachée sur la table. Personne n'a appelé. Personne n'avait besoin de moi. Personne n'avait calculé ce que je devais et n'était arrivé avec la facture. Je suis resté là un long moment, juste à boire le café. Juste à regarder la lumière, chaud et fort et exactement comme je l'aime. C'est le goût de la liberté. Si vous vous posez la question, c'est chaleureux. C'est calme. Et ça ne coûte absolument rien.